C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Alors, les adversaires de la démocratie ont été et sont nombreux. D'autre part, ils sont très audibles. On les entend beaucoup dans la contestation de la démocratie, alors que ceux qui prennent fait et cause pour la démocratie représentative que nos aînés ont réinventée après la Seconde Guerre mondiale dans les pays européens, ceux qui pourraient être les défenseurs de la démocratie sont souvent très discret, relativement inaudible, parce qu'il considère au fond que la démocratie est un acquis, ce qui est une erreur. La démocratie, en effet, est extrêmement contestée. Elle l'a été bien sûr dans le passé avec toute une série de régimes autoritaires, totalitaires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et il y a un héritage aujourd'hui de ces nostalgiques des régimes autoritaires. On voit par exemple dans les enquêtes de manière très surprenante en France qu'aujourd'hui, entre un tiers et 40% de la population française interrogée dans des sondages qui sont répétés chaque année serait favorable à un homme fort qui se passerait des élections et du Parlement. Donc ça n'est pas n'importe quoi. Et on voit très bien qu'il y a donc un milieu d'irréductibles qui sont hostiles, au fond, au jeu démocratique, au pluralisme, aux libertés démocratiques et rêvent de plaies et de bosses, les plaies et les bosses des régimes autoritaires. Là, il y a de manière claire et de manière durable des opposants à la démocratie telle qu'on peut la concevoir. Il y a un deuxième milieu qui parfois d'ailleurs recoupe le premier, c'est le milieu dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le milieu des différentes radicalités. Certains milieux de nos sociétés culturelles, sociaux, sont dans des processus de radicalisation, que ces radicalisations soient des radicalisations religieuses, comme par exemple une partie minoritaire de l'islam en connaît aujourd'hui. Et pour cet islamisme politique, bien sûr, la démocratie est un ennemi, puisqu'il rêve d'un régime qui serait un régime théocratique. Il y a bien sûr aussi les radicalités que l'on connaît peut-être mieux, qui sont les radicalités révolutionnaires, qui rêvent de régimes, jadis de dictature du prolétariat, aujourd'hui de populisme révolutionnaire du type de celle, par exemple, que le Venezuela connaît avec la dictature de Chavez puis de Maduro. Et puis, il y a ceux qui condamnent également, ça serait peut-être un troisième milieu, ceux qui condamnent la démocratie au nom de ses imperfections et qui rêvent d'une démocratie qui serait parfaite. Au fond, tous ces milieux qui considèrent que la démocratie ne vaudrait la peine d'être défendue que si elle correspondait au schéma de l'utopie de la démocratie directe. Et donc ces intégristes presque de la démocratie directe rêvent d'un régime qui n'a jamais véritablement existé et à cette aune de la démocratie directe idéale trouvent que la démocratie représentative est un régime qui trahirait au fond le message démocratique. Alors en effet, la démocratie telle qu'on la conçoit, cette démocratie, elle doit pouvoir se défendre. La démocratie n'est pas un régime faible. Et d'ailleurs, quand vous regardez plusieurs dispositions constitutionnelles de démocraties européennes, vous vous apercevez que dans des moments qui sont des moments de menace forte, la démocratie prévoit elle-même
des possibilités de se défendre. C'est les procédures d'état d'exception, c'est les procédures d'état de siège, ce sont les procédures, par exemple en France, qui sont celles de l'article 16, qui avait d'ailleurs été mise en œuvre par le général de Gaulle au moment du conflit algérien et de ses échos sur le territoire métropolitain. Donc, il faut que nous ayons en tête que démocratie et faiblesse ne sont pas deux caractéristiques qui vont ensemble. La démocratie peut être ferme quand elle est menacée dans ses valeurs centrales. Bien sûr, le droit, l'état de droit sert à se défendre contre les menaces, particulièrement quand la démocratie est menacée par la violence, et on voit bien comment tous les régimes démocratiques, lorsqu'ils sont menacés par des violences qui viennent de celles et ceux qui rêvent d'autres types de régimes, doivent se défendre en s'appuyant tout simplement sur l'état de droit, sur les normes constitutionnelles et juridiques qui encadrent le jeu démocratique. Par exemple, la démocratie allemande s'est défendue à plusieurs reprises contre les partis extrémistes d'extrême droite ou d'extrême gauche en ayant recours à la législation constitutionnelle qu'ils ont mis en œuvre après la guerre. Donc, se défendre à l'aide du droit. Se défendre également, j'allais dire, en implantant dans les sociétés de manière durable et profonde une véritable culture démocratique. C'est-à-dire la démocratie ne peut pas se défendre uniquement avec des dispositifs réglementaires, législatifs, constitutionnels. Il faut savoir dans ces démocraties créer les conditions de défense de la démocratie qui sont au fond les conditions du pluralisme par l'école. L'école est certainement là le lieu essentiel de l'apprentissage de celui ou de celle qui va devenir le citoyen démocratique. Par la diversité également de l'information, on n'imagine pas une véritable démocratie avec une information qui serait dans les mains de quelques-uns. Le pluralisme informationnel est une des conditions essentielles de la constitution et de la construction d'une démocratie et d'un citoyen démocratique. Et puis la reconnaissance également d'une opposition ou de plusieurs oppositions avec leurs droits. Et là, on est au cœur du mécanisme démocratique. Au fond, un des mécanismes fondamentaux de la démocratie, c'est la reconnaissance de l'altérité, de celui avec lequel on est en désaccord, mais qu'on ne considère pas comme étant un ennemi, mais un adversaire à combattre de manière démocratique et auquel on reconnaît les droits de prise de parole, les droits un jour prochain d'être au pouvoir, et que le citoyen démocratique se plie à cette majorité nouvelle qu'il n'aura pas appelée de ses voeux, mais qu'une majorité aura appelée de ses voeux dans la démocratie. Là, il y a, je crois, si vous voulez, les ressorts fondamentaux pour la démocratie, de ne pas être un régime faible, mais un régime qui sait se défendre avec des moyens qui sont les moyens du droit, les moyens de la culture démocratique, avec des moyens démocratiques, défendre la démocratie avec la démocratie. En effet, la démocratie a certainement un avenir, mais quand on regarde le temps passé, on s'aperçoit que ça aurait été plus facile de dire il y a 20 ans que la démocratie avait un avenir qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les 20 dernières années sont à la fois au cœur de nos sociétés démocratiques, mais également dans le monde. Eh bien, ce sont 2 décennies de montée des intolérances, de retour des intolérances religieuses, des radicalités religieuses, de certaines radicalités politiques, de ce virus populiste qui peu à peu taraude les démocraties jusqu'au cœur des démocraties européennes. Pensons à ce qui se passe dans des pays comme la Pologne
ou la Hongrie. Et là, on voit bien qu'il y a au sein même de la démocratie des éléments qui peuvent faire douter de son avenir. Il y a maintenant pas mal d'années, dans les années 90, un chercheur de Sciences Po qui était spécialiste des dictatures, spécialiste des sorties de dictature, et en particulier de la sortie de la dictature espagnole du général Franco, un chercheur qui s'appelle Guy Hermet, avait écrit un livre qui n'avait pas eu un écho à tort important à l'époque, parce qu'il est toujours difficile d'avoir raison trop tôt, et qui s'appelait L'hiver de la démocratie, où il disait attention. Attention, nous sommes persuadés que la démocratie est un régime de toute éternité, qu'on l'a refaçonné, ce régime démocratique, après la guerre, et qu'au fond, la démocratie ne cesse de s'étendre dans le monde et de s'améliorer dans ses processus internes. Et il disait attention, parce qu'on voit bien que le populisme, la tentation technocratique de confier le pouvoir aux experts est une tentation qui taraude nos pays, qui taraude nos démocraties et qui ne va pas du tout dans le sens d'un été de la démocratie, mais plutôt dans le sens d'un automne et peut-être même d'un hiver de la démocratie. Et quelque part, nous y sommes aujourd'hui. C'est pour ça que dans tous nos pays, il y a ces interrogations qui doivent être posées sur l'avenir de la démocratie. Alors, cet avenir, en effet, il existera si la démocratie sait se réinventer. En effet, si au fond les citoyens des grandes démocraties veulent éviter un avenir sombre, que cet avenir sombre soit celui de la dictature, comme on peut la connaître en effet dans des grands pays comme la Chine, la Russie, le Brésil, si l'on veut éviter des démocraties qui deviennent, comme le dit Fareed Zakaria, des démocraties illibérales, c'est-à-dire des démocraties qui ont de plus en plus l'apparence de la démocratie, mais qui quelque part n'en ont plus la réalité de fonctionnement, ou du moins de fonctionnement quotidien. Si l'on veut éviter la tentation technocratique, c'est-à-dire ce lâche recours à ceux qui sont supposés savoir, quelques technocrates, quelques experts qui décident pour les autres. Si l'on veut éviter tout cela, si on veut que tout cela ne soit pas notre avenir, eh bien, il n'y a qu'une seule issue, c'est de démocratiser la démocratie, de la réinventer comme elle a été sans arrêt réinventée. Regardons depuis la rupture révolutionnaire en France jusqu'à nos jours, la démocratie a sans cesse changé. Elle a commencé au début du 19e siècle par être une démocratie censitaire, où seuls les plus riches étaient concernés par la vie démocratique, puis elle est devenue, au milieu du 19e siècle, une démocratie du suffrage universel, mais sans les femmes, sans les jeunes. Il a fallu attendre la fin, le milieu des années 40 pour que les femmes accèdent à la capacité électorale, puis 1974 pour que les jeunes de 18 à 21 ans accèdent à la capacité électorale. Donc on voit bien que la démocratie change tout le temps. Elle change dans son dispositif institutionnel. La France a connu tout. Elle a connu la démocratie parlementaire, elle a connu la démocratie présidentielle, elle connaît une démocratie semi-présidentielle, mixte, qui mêle les éléments de régime parlementaire et de régime présidentiel. Donc, la démocratie, elle n'est pas de toute éternité. Elle change, elle doit s'adapter d'ailleurs aux changements sociaux et culturels. Et elle doit être réinventée aujourd'hui comment ? Je crois qu'on peut avoir recours, pour essayer d'y voir clair, à cette notion qu'un de nos meilleurs professeurs de droit public, Dominique Rousseau, a appelée la démocratie continue. Il dit au fond, si l'on veut que la démocratie ait un avenir, je ne sais pas si ça sera un avenir radieux, mais est un avenir, il faut qu'elle devienne davantage continue. Pourquoi ? Parce que la démocratie représentative, c'est une démocratie où les grands moments sont les grands moments électoraux. En France, par exemple, l'élection présidentielle
tous les 5 ans, ou dans beaucoup de pays de démocratie parlementaire, tous les 5 ou 6 ans, les élections législatives. Mais entre-temps, entre ces grands moments électoraux, il y a quelque part un déficit démocratique, une perte de vie démocratique. Et Dominique Rousseau nous dit au fond, à côté de la démocratie représentative, pas à la place, mais à côté de la démocratie représentative, il faut savoir faire vivre une démocratie participative, une démocratie éventuellement d'ailleurs délibérative. Vient de se tenir en France, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, où 150 Français tirés au sort ont participé à une réflexion sur les mesures de politique publique à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est, parmi d'autres, comme le grand débat national que nous avons connu après l'épisode des Gilets jaunes, voilà des moments qui sont des moments de démocratie participative qui permettent aux citoyens qui le veulent, qui sont engagés assez souvent, de dire leurs mots et de participer à la décision publique, à condition, en effet, que la légitimité, en dernière instance, appartienne bien à la démocratie représentative, qui, elle, a la logique du nombre. Ce sont des millions et des millions d'électeurs qui vont voter aux élections. Très souvent, ces expériences de démocratie participative, tout à fait intéressantes, ne touchent que des minorités, même parfois de toutes petites minorités. Il faut savoir que, par exemple, le grand débat national en France, qui était une réussite quant au nombre, a touché au maximum 2 millions de citoyens, c'est-à-dire 3 à 4% du corps électoral. Donc il faut être prudent à cet égard, mais je crois qu'il y a là un champ d'invention démocratique phénoménal avec cette démocratie participative. Et puis, il y a aussi, comment dire, la réanimation d'une démocratie directe ou semi-directe. Nombre de pays européens, et particulièrement bien sûr la Suisse, connaissent une démocratie semi-directe qui est une démocratie vivante avec nombre de votations. La France a réintroduit en 1958 l'instrument référendaire dans sa vie démocratique, mais au fond parfois l'a peu utilisé ou l'a utilisé dans des conditions contestables, c'est-à-dire le référendum était davantage un plébiscite qu'un référendum. Et depuis 2005, où les Français, c'était bien leur droit, ont dit non au traité constitutionnel européen, le référendum n'est plus utilisé. Et je crois qu'il y a, en y réfléchissant, une nécessité de réinventer ce référendum, un référendum qui se fasse et qui soit tenu après une longue campagne contradictoire, avec une exposition forte des citoyens à des avis opposés et contraires sur la question qui leur est soumise, et qu'ensuite le peuple décide par la voie référendaire, et bien sûr que sa décision soit respectée. Si vous voulez, c'est en faisant jouer tout ce pluralisme démocratique qu'on parviendra à une véritable démocratie continue, vivante, et que la démocratie donnera l'envie, j'allais dire en particulier aux jeunes citoyens, de la défendre, parce qu'ils se sentiront davantage impliqués, ils verront les avantages presque au quotidien de cette démocratie continue, et il y aura certainement moins d'indifférence qu'aujourd'hui vis-à-vis de la démocratie. Au fond, quelque part, la démocratie est devenue une habitude et on ne se mobilise pas pour défendre une habitude. Si elle devient une réalité qui vous interpelle, j'allais dire quasi quotidiennement, à ce moment-là, la démocratie fera partie des grandes causes pour lesquelles, à l'avenir, on se mobilisera pour la défendre contre toutes les menaces qui viennent à la fois de l'intérieur, de nous-mêmes d'ailleurs, hein, et de l'extérieur, à savoir le retour des grandes intolérances au niveau mondial. Écoutez, un des livres qui pour moi a été le plus intéressant sur ce sujet démocratique,
même si c'est un livre marqué au coin d'un certain pessimisme. C'est le livre de Guy Hermet, qui a été publié dans les années 1990 et qui s'appelait L'hiver de la démocratie ou le nouveau régime, où au fond, l'auteur disait, mais nous sommes en train, sans nous rendre compte, de changer de régime. Nous passons d'un régime démocratique pluraliste, avec des citoyens impliqués, à peu un nouveau type de régime dans lequel la tentation populiste est très forte, les corps intermédiaires démocratiques s'affaiblissent, les partis, les syndicats, et de plus en plus apparaissent sur la scène politique des leaders plus ou moins charismatiques qui prétendent parler au nom d'un peuple, mais qui serait un peuple homogène, un peuple qui ne reconnaîtrait pas ces différences intérieures, donc un peuple à la limite non démocratique presque, hein, un peuple qui n'est pas porteur d'une culture de l'altérité, mais de l'homogénéité. Hein. Donc il disait, voilà, il y a un danger, c'est le populisme, et l'autre danger, c'est ce qu'il appelait la gouvernance. Vous savez, on ne parle plus de gouvernement des hommes aujourd'hui, on parle très souvent de gouvernance. Mais la gouvernance, c'est quoi? C'est très souvent des autorités administratives, plus ou moins indépendantes, constituées d'experts ou de soi-disant spécialistes, qui décident en dehors de toute consultation du suffrage universel. Hein. Et il disait là, sans qu'on s'en rende compte, il y a un deuxième danger. Et il faut, si l'on ne veut pas entrer dans un hiver durable de la démocratie, lutter contre cette dérive populiste et cette dérive technocratique. Et donc, ça, il n'en parlait pas, réinventer la démocratie. Et ça me permettra de conseiller un deuxième livre, qui est le livre de Dominique Rousseau sur la démocratie continue, qui, au fond, après le constat d'Hermet, se dit, ben voilà, si on s'attaque à ce chantier démocratique qui est bigrement exaltant, eh bien, il y a là une piste. La piste, c'est celle de ce qu'il appelle la démocratie continue.